Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques. Nous sommes ensemble pour évidemment faire la ronde des grandes questions d'actualité au pays. Et les grandes questions, vous le savez, tournent notamment autour du dialogue politique. Dialogue politique avec évidemment la partie qui concerne la préparation qui a été lancée par le chef de l'État, les consultations présidentielles qui se sont intensifiées dans les provinces. On va en parler évidemment en long et en large dans ce magazine. Et dans la deuxième partie, nous ferons évidemment le point sur l'intérieur du Katanga. L'intérieur du Katanga, c'est le territoire de Kenyama, où nous allons aller découvrir certaines réalités qui se passent dans ce coin avec un natif de ce coin. C'est évidemment lui, notre invité de ce magazine, M. DC, bienvenue. Merci beaucoup, M. José. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le remerciement est plutôt à vous de nous avoir invités et merci à tous les téléspectateurs qui veulent bien nous entendre. On va tout de suite débuter ce magazine par le commencement, ça veut dire, on parle de consultation présidentielle, consultations qui ont été annoncées depuis un temps par le chef de l'État. Alors, tu le sais, avant de parler peut-être de la ramification des consultations en province, d'abord, d'une manière générale, comment avez-vous analysé ou apprécié cette initiative prise par le chef de l'État? Vous savez, le chef de l'État, de par déjà ses prérogatives constitutionnelles, il est le garant de la nation, il est, moi je peux dire en des termes plus simples pour que tout le monde le comprenne, il est le père de la nation et il sait très bien écouter les uns et les autres. Alors les consultations rentrent pratiquement dans ses fonctions légales et le chef de l'État, il devait écouter parce qu'il y a eu des remous, il y a eu beaucoup d'agitation dans la classe politique, les uns réclamaient le dialogue, les uns réclamaient Addis Abeba, les autres parlaient des élections, des reports des élections, les autres parlaient des constitutions, révision constitutionnelle, ainsi de suite. Je pense qu'il était opportun que le chef de l'État puisse écouter les uns les autres, qu'il puisse organiser les choses de la bonne manière, parce que vous savez très bien que c'est le deuxième mandat du chef de l'État, alors il ne pouvait pas laisser le Congo dans une impasse. Contrairement à certains chefs d'État que nous avons connus dans ce pays, qui plutôt pour eux, après eux c'était le chaos, donc ils devaient avant de partir laisser le chaos, mais pour le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, ce n'est pas ça le cas, c'est quelqu'un, c'est un patriote, c'est un nationaliste, il ne peut pas laisser le pays dans une situation d'impasse. Je pense que c'est par rapport à cela. Et ensuite, il y a la situation que nous avons connue en 2006, en 2011, après les élections, nous sommes en train de préparer des élections et nous avons vu des germes, des conflits, des germes, des problèmes potentiels. Et je pense qu'en homme d'État et en nationaliste, Joseph Kabila Kabange ne pouvait que essayer de remettre un peu tout le monde autour d'une table et discuter. Alors, autour d'une table discuter, évidemment les prérogatives qui relèvent la compétence du chef de l'État, mais une certaine opinion pense que ces consultations n'étaient pas la bienvenue. Je parle particulièrement de l'opposition dans toute sa diversité. Certains opposants ont estimé que le chef de l'État ne devait pas plutôt convoquer ces consultations présidentielles. Non, mais je ne sais pas sur base de quoi il se base, parce que lorsque vous réclamez qu'il y ait un dialogue dans votre pays, vous voulez que qui les convoque, vous voulez que qui les organise.
Je pense que ici, ça relève un peu de la responsabilité. Je sais qu'il y a des politiques qui veulent jouer pratiquement au pyromane. Ils sont en train d'espérer un pouvoir qui leur sera offert par l'Occident. Je voudrais rappeler à ces politiques-là que ce temps est déjà dévolu. Aujourd'hui, le pouvoir se donne par les Congolais. Ce sont les élections. Et Joseph Kabila nous a amené ça. Il y a des politiciens qui n'ont pas encore compris cette logique. Ils sont encore dans la logique mobusienne où ils attendent un pouvoir occidental qui viendrait les imposer. C'est comme ça qu'ils sont prêts à aller répondre à une invitation d'un petit fonctionnaire américain, mais plutôt que d'aller répondre à une invitation du chef de l'État. Qu'est-ce que vous insinuez, Petit? Non. Mais vous savez très bien comment nos opposants, nos politiciens que nous respectons bien ici, se bousculent au portillon aux États-Unis lorsqu'ils sont invités par un certain monsieur, voyez-vous, qui n'est même pas le chef de l'État. Là, ils sont prêts à aller se bousculer, à se déplacer. Je ne comprends même pas. C'est un peu ridicule de voir des grands messieurs, des hommes d'État aller discuter de la RDC, aller même discuter de qui sera président après Joseph Kabila aux États-Unis au lieu de le discuter devant le peuple congolais. C'est vraiment marrant. Lorsqu'on parle de cette opposition qui ne veut pas de ces consultations, d'abord, il faudrait qu'on parle de l'UNC. Non seulement que l'UNC ne veut pas de ces consultations, mais aussi du dialogue en soi. Et le tenant de cette opinion estime que la sanction, c'est l'élection. Il faut aller directement aux élections sans aller au dialogue, parce qu'ils estiment que le dialogue serait une certaine forme de glissement pour les élections de 2016. D'abord, je voudrais que l'on arrête d'intoxiquer, de doper la population avec cette histoire de glissement. C'est de l'intox. Moi, je pense qu'on ne doit pas continuer avec ce jeu-là. Nous sommes en train de parler la nation congolaise. Nous ne devons pas aller en train de faire du populisme pour dire voilà, on fait. Lorsque l'on a demandé que nous puissions aller aux concertations nationales, les amis nous ont dit nous n'avons pas besoin de concertation nationale, nous voulons le dialogue. Ils ont continué à faire ce bruit. À l'heure où le chef de l'État se dit bon, venez pour que nous discutions, venez pour que nous puissions parler et que nous puissions décider de ce que nous allons, du format que nous allons suivre, ils disent non, nous n'avons pas besoin de ça, allons seulement aux élections. Mais en réalité, ils ne cherchent pas les élections, ils ne sont même pas prêts aux élections. Parce que lorsqu'on a annoncé le calendrier, ils ont refusé. Pourquoi ils n'ont pas besoin des élections, même non, ils n'en ont pas besoin. Ils veulent le respect de la Constitution. Non, ils n'en ont pas besoin. Ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils sont en train de jouer. Vous avez vu en janvier ce qu'ils étaient en train de faire. Et vous savez très bien ce qu'ils sont en train de préparer. Nos amis cherchent la voie la plus facile, c'est-à-dire ils seront imposés par un certain pouvoir venant de l'extérieur. Ils s'arrangent à la Burkinabé ou à la Libye. C'est que le peuple congolais ne veut pas. Pas du tout. Nous voulons bien des élections et nous les avions réclamées. La CENI nous avait proposé des élections à moindre coût. Ils ont refusé, ils ont rejeté. Aujourd'hui, ils sont en train de constater que les coûts sont énormes et que nous ne serons pas capables d'organiser toutes les élections. Mais c'est déjà une forme de glissement par rapport d'ailleurs aux moyens financiers. Le problème se pose avec... Je ne veux pas que l'on parle de glissement. Mais si vous voulez parler de glissement, monsieur José, depuis 2006, il y a des gens qui sont au pouvoir. Et jusqu'aujourd'hui. Et parmi ces gens, il y en a ceux qui sont en train de crier glissement. Qui sont en train de glisser? Moi, je pense que c'est eux qui ont déjà glissé. Et si on devait parler glissement, ils seraient déjà dans un gouffre. Nous ne sommes pas devant, nous ne sommes pas sur une pente où nous sommes en train de glisser pour aller dans des gouffres. Non, pas du tout. Nous sommes dans un... Il n'y a pas à chercher à qui la faute ou qui a fait ceci ou cela. Nous sommes devant, nous devons plutôt rechercher quelle est la responsabilité de chacun. Nous avons tous une responsabilité à faire. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avancer? Ne cherchons pas à nous tirailler par-ci par-là pour dire, nous jeter les pierres pour dire c'est elle qui a dit, c'est elle qui a fait. Je pense que c'est un peu irresponsable pour des grands hommes politiques que nous avons. Ils sont en train de crier à la télé, mais je ne vois plus de vraies solutions qu'ils sont en train de proposer. Nous voulons des élections, oui, mais nous voulons des élections apaisées, nous voulons des élections... Nous voulons déjà des germes de conflits. Et la question, une certaine question que les ténors, ceux qui sont avec le président Kamere, ils estiment pourquoi organiser un dialogue à l'approche ou à la fin du mandat de Joseph Kabila. Non, mais finalement, ils sont en train de parler toujours de la fin du mandat, toujours de la fin du mandat, toujours de la fin du mandat. Finalement, moi je ne sais pas, la fin c'est quand? Nous sommes en 2015. La fin c'est 2006 en décembre. Donc nous avons encore 18 mois pratiquement devant nous. 18 mois, c'est beaucoup. Comment voulez-vous nous dire que c'est à la veille? Nous ne pensons pas que c'est la veille. Et même si c'était la veille, pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas dialoguer?
Parce que les consultations, c'était le lieu Le où il dialogue se fallait... organise sur les élections à la CENI. Attendez. Non, mais écoutez, nous avions dit que la CENI avait présenté un calendrier consensuel, on nous a dit non. Quand nous disions que la CENI comprenait tout le monde, on nous a dit non. Mais aujourd'hui, on nous ramène à cette théorie. Vous ne trouvez pas que ces gens sont en train de souffler le chaud et le froid? Je pense qu'ici, nous parlons avec responsabilité. La CENI a son travail à faire. Nous devons respecter la CENI. Mais nous devons aussi nous regarder en face pour nous dire, voilà ce que nous devons faire, voilà comment nous devons le faire. Et le chef de l'État, en responsable, moi je ne vois pas en quoi on parle de glissement aujourd'hui. Il n'y aura pas de glissement. Le chef de l'État voudrait que l'on respecte la Constitution, mais que l'on sache exactement comment nous allons le faire et comment nous allons aller vers une chute apaisée. Et je vous informe que la plupart des Congolais et la plupart la majorité de la classe politique est pour ce dialogue. Nonobstant, même ce petit groupe-là, monsieur José, même ce petit groupe-là, ils sont pour le dialogue, mais ils sont en train tout simplement de marchander, de négocier leur positionnement. Ça, c'est la première opinion. Deuxième opinion, toujours à l'opposition, c'est l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui tient à l'organisation d'un dialogue selon le format de l'accord cadre d'Addis Abeba. N'est-ce pas une fuite en avant que le pouvoir est en train de faire pour échapper à ce qui a été dit à Addis Abeba? Attendez. Addis Abeba, bon, je voudrais qu'on réfléchisse un peu par l'abstrait, excusez-moi cette petite folie. Disons que ce soit vrai ce qu'ils disent. Vous trouvez accord d'Addis Abeba? Si c'était la communauté internationale qui devait organiser le dialogue, mais qui leur a empêché à l'organiser? Mais que la communauté nationale puisse ouvrir un peu l'œil. On continue à nous raconter. J'ai parlé à la télé avec un certain cadre de l'opposition, mais je lui ai démontré noir sur blanc. Et c'était clair que c'était le Congo qui devait organiser le dialogue. Et c'est seulement les bons offices qui devraient être offerts par la communauté internationale et notamment la MONUSCO. Vous avez vu la MONUSCO, Kobler allait proposer la même chose. Il dit, si les intéressés nous invitaient, nous sommes disposés pour accorder nos bons offices. Je ne vois pas pourquoi on s'accroche à ce qui n'existe pas. Je ne sais pas comment ils sont en train d'interpréter cette loi. Lisons tous ensemble l'accord cadre. Et nous la lisons, elle est faite en français et en anglais. Ceux qui ne savent pas le faire, on pourra peut-être... Aujourd'hui, vous essayez de pouvoir en national être prêt à organiser ce dialogue selon le format Addis Abeba. Mais le format Addis Abeba, c'est lequel? C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Il demande aux Congolais de venir, de proposer de quelle manière nous allons organiser ce dialogue. Parce que le format Addis Abeba, c'est qu'on nous demande... En face, ceux qui sont en face de vous, ils pensent que le format Addis Abeba, c'est que vous allez au dialogue en belligérance. Ça veut dire, vous êtes d'un côté, et l'opposition de l'autre côté, avec une certaine ménage. Voilà le problème. Nous ne devons pas réfléchir que lorsqu'il faut parler, lorsqu'il faut dialoguer, il faut être en belligérance. Lorsque vous êtes dans une maison avec votre femme, et que vous êtes en parfaite harmonie, il n'y a pas de raison de dialoguer. Je ne pense pas. Le dialogue est permanent. Ce n'est pas un problème de belligérance. Et je ne vois pas où est la belligérance. Je me dis tout simplement, il y a des amis qui veulent aller dans un conciliabule où ils vont discuter pour dire non, voilà, nous allons remettre 2011 sur la table, nous allons rediscuter sur ces questions. Je pense que c'est dépassé. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'avenir. Qu'est-ce que nous devons faire pour maintenir notre pays dans l'élan que Joseph Kabila l'a amené? Nous devons continuer à amener la RDC vers l'émergence, vers 2030. Voilà les questions que nous devons discuter. Comment nous allons renforcer la paix en RDC? Comment nous allons renforcer la sécurité? Comment nous allons assurer le bien-être des Congolais comme nous l'avons toujours désiré. Donc voilà, ce sont là les questions fondamentales et non pas recommencer à discuter sur comment les autres auraient gagné ou pas. Je le dis, et si ces divergences persistantes au pouvoir majorité, comment voyez-vous l'avenir de ce dialogue? Non, mais moi je pense que les Congolais vont s'entendre. Et je ne vois même pas pourquoi il faut mettre la main de l'étranger là-dedans. J'ai suivi M. Kamere aux assises du Palou, du cinquantenaire du Palou. M. Kamere dira que les Congolais sont capables de s'entendre eux-mêmes.
qu'à Sun City, lorsque on les a laissés seuls, ils avaient déjà trouvé une solution. Donc je pense que les Congolais peuvent trouver des solutions par eux-mêmes. Et c'est ridicule de vouloir aujourd'hui vendre la souveraineté de la RDC pour aller inviter un fonctionnaire des Nations Unies pour venir faire les bons offices. Pourquoi vous avez peur, M. Dessé? Non, nous n'avons pas peur, mais nous sommes jaloux de notre souveraineté. Nous pensons que nous ne devons pas aller pratiquement brader notre souveraineté. Et si vous n'avez pas peur, cet accord parle de réformes structurelles et profondes des institutions. Est-ce que le pouvoir en place est prêt à restructurer profondément les institutions, selon l'accord cadre d'Addis Abeba? Non, non. Ici, il ne faudrait pas que l'accord cadre, que l'on nous dise que l'accord cadre nous impose des trucs à faire. Je voudrais vous dire que l'accord cadre nous demande de dialoguer. Si dans le dialogue, il est proposé des réformes profondes, des structures institutionnelles, je ne vois pas pourquoi nous allons refuser. Parce que nous ces réformes sont prévues par l'accord cadre d'Addis Abeba. Non, l'accord cadre voudrait... Mais les réformes dont vous parlez de l'accord cadre sont déjà en cours. Quand on parle de la réforme au niveau de la police, au niveau de l'armée, au niveau de la justice, quand vous prenez toutes ces institutions qui ont été mises en place, la Cour suprême, vous prenez le Conseil économique, vous prenez... Mais toutes ces structures, ça fait partie de cette réforme. Ce sont des réformes structurelles pour renforcer l'autorité de l'État, pour renforcer le droit de l'homme. Vous en savez quelque chose par rapport au droit de l'homme. Donc il y a toutes ces institutions qui sont mises en place, qui ont été établies pendant ce court moment. Et c'est déjà des avancées. Je ne vois pas quelle réforme structurelle profonde que nos amis recherchent encore aujourd'hui. Je pense qu'on ne va pas aller demander que nous voulons une présidence à deux têtes. Je ne pense pas. Donc, nous connaissons... C'est là aussi le problème, je dis. Non, mais nous connaissons très bien ce que la Constitution dit. Les réformes ne viendront pas au-dessus de la Constitution. La Constitution est au-dessus de toutes les décisions, même internationales. Alors, comment ça va se passer? Parce que ces divergences, apparemment, risquent de persister. Non, moi je pense que ça ne va pas persister. Moi j'ai confiance aux Congolais. Je pense qu'il y a un petit groupe des Congolais qui s'agite un tout petit peu et petit à petit, avec la sagesse du chef de l'État, ils finiront par comprendre et revenir à la table. Parce que l'UDPS dont vous avez parlé, avant de nous parler de ce format, ils avaient tous été d'accord que nous irons au dialogue avec Joseph Kabila. C'est seulement après quelques tergiversations à l'intérieur, comme nous connaissons bien les turpitudes de nos amis de l'opposition, qui se sont rétractés pour dire non, nous n'irons plus, parce que. Ça c'est un faux fuyant et nous savons très bien que nous serons ensemble, les Congolais vont s'entendre. Dialogue politique, M. Dessé, vous pensez que revenir sur les contentieux de 2011 serait vraiment pas une bonne chose? Pourtant, l'UDPS veut revenir, notamment sur les questions qui se sont posées, ou bien les problèmes qui sont passés en 2011, et parmi les problèmes, tout combattant de l'UDPS s'est fait toujours une idée, parce que c'est ça d'ailleurs qui est devenu une habitude, c'est fait l'idée de l'impérium. Est-ce que cette question de l'impérium, que l'UDPS a toujours recherché, peut être annexée au cahier de charges, bien que les points ne sont pas encore bien définis? Vous savez, le dialogue, on ne va pas imposer aux gens ce qu'ils doivent dire. Nous allons écouter les uns et les autres, mais nous n'allons pas... ce sont des Congolais qui vont discuter, ce sont des Congolais qui vont se donner à cœur ouvert à cet exercice. Je ne vois pas comment on va empêcher l'UDPS d'aller exposer ses lamentations ou ses jérémiades. Pourquoi parler en termes de lamentation? Mais écoutez, je ne sais pas comment vous allez les appeler, monsieur José, parce que quand le temps est en train d'avancer, vous voulez encore pleurer sur l'histoire, mais on va vous laisser pleurer, ça c'est pas un problème, nous n'allons pas les empêcher à faire des lamentations, des jérémiades. Vous voulez dire ces questions-là ne sont pas opportunes selon vous? Non, nous ne disons pas qu'elles ne sont pas opportunes, nous disons qu'elles sont opportunes pour ceux qui pensent qu'elles sont opportunes. C'est ce que je voulais vous dire. Si vous allez, vous voulez discuter de l'avancement de votre famille et qu'il y a quelqu'un dans votre famille qui se rappelle du grand-père, il commence un peu à pleurer, vous n'allez pas l'empêcher de pleurer, le grand-père. Vous le laissez pleurer et quand il aura fini de pleurer son grand-père, on va parler de l'avenir. Nous disons tout simplement que si eux pensent que pour bien partir, ils doivent d'abord parler de ces questions, ils parleront de ces questions, mais nous allons nous concentrer sur l'avenir. Et nous ne voyons pas pourquoi nous allons revenir sur 2011 où la Cour suprême avait déjà pris sa décision. Est-ce que vous avez la capacité, quel que soit quel type de dialogue que vous allez faire, de rediscuter les décisions de la Cour?
Moi, je ne vois pas. On ne reviendra pas sur les décisions de la Cour. Alors, pourquoi revenir pour perdre du temps? Nous voulons gagner du temps, alors allons à des questions fondamentales. Et si cela est vrai, pourquoi ne pas adopter par exemple le schéma caméré? C'est-à-dire le schéma caméré qui propose qu'il y ait une permanence de dialogue avec la CENI, notamment sur des questions qui concernent le fichier électoral, aller directement aux élections. Et le dialogue serait une simple distraction Monsieur Caméré, un certain glissement. Monsieur Caméré commence à nous habituer aussi avec des jeux de fourberie. Je ne sais pas pourquoi, et pourtant, bon, nous le croyons être un grand homme d'État. Mais écoutez, Monsieur Caméré nous a dit il y a quelque temps qu'il n'avait pas confiance en Monsieur Malumal. Monsieur Caméré nous a dit il y a quelque temps qu'il voulait que la CENI n'était qu'une caisse de résonance de la majorité. Lorsque nous vous disons venez nous discutons, ils disent non, non, nous voulons discuter avec la CENI. Vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup plus d'hypocrisie dans nos amis et qu'il n'y a vraiment pas de volonté politique d'aller aux élections de manière apaisée? Nous disons, nous voulons amener le peuple, le dialogue permanent. Mais effectivement, c'est ça ce que nous voulons. Mais le dialogue permanent avec qui? Le dialogue permanent avec toute la classe politique congolaise. Parce que le problème est fondamental, le problème est profond. Je connais même un monsieur sur votre plateau ici, il affirmait que la solution pour ce pays, c'était qu'il fallait que M. Tshisekedi et M. Kabila parlent. Mais aujourd'hui, je l'entends dire que non, on n'a pas besoin d'un dialogue dans ce pays. On n'a pas besoin d'un nouveau dialogue dans ce pays. Je ne sais pas. Nous devons être des hommes politiques responsables. Nous devons savoir ce que nous voulons et ce que nous sommes en train de vendre à la population. Ne jouons pas à vendre des illusions à la population pour juste avoir, parce que nous sommes à la veille des élections, juste gagner quelques voix. Non, nous devons être responsables et répondre devant l'histoire. Je pense que moi, je reste constant. Nous devons avoir le dialogue et le dialogue doit être permanent. Si le chef de l'État a convié nos amis aux consultations, je pensais que s'il y avait de la volonté, les consultations ne sont pas le dialogue proprement dit. Donc les amis devraient être aux consultations pour signifier au chef de l'État que pour des raisons que nous trouvons, voilà telle autre raison, nous pensons que nous devons discuter directement avec la CENI, dans l'espace CENI, avec les membres de la majorité, les membres de l'opposition, et les membres, mais dirigés ou conduits par le président Malumal. Là, je pense qu'on aurait trouvé des solutions. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Nous n'irons même pas aux consultations. Mais ça, c'est quelque chose. Et finalement, qu'est-ce qu'on conclut? Il y a volonté politique ou elle n'existe pas cette volonté politique? Je pense que dans le camp de l'opposition, il y a tout simplement un marchandage politique. Il y a un jeu d'intérêts. Il y a un groupe, vous voyez vous-même qu'il y a un groupe d'opposants qui viennent. Ils sont en train de jouer pratiquement à un marchandage et nous pensons qu'on ne joue pas avec le pays. C'est l'avenir du pays qui est en jeu. Ici, il faudrait que nous puissions nous regarder. Le marchandage, c'est fait seulement à l'opposition ou même à la majorité du JDC? Il y a certains de la majorité qui jouent aussi le même jeu que ceux de l'opposition, vous savez. Nous parlons de la classe politique en général, mais la plupart de ceux qui jouent au marchandage sont dans l'opposition. Mais il y en a aussi dans la majorité, nous ne voilons pas la face. Alors, on va peut-être évoluer, parler de consultation proprement dite, qui annonce déjà le dialogue. Alors, les consultations évoluent, mais le chef de l'État a bien voulu que ces consultations puissent se pérenniser dans des provinces, avec notamment les responsables des exécutifs, notamment les gouverneurs. Alors, ces consultations ont également débuté dans la province du Katanga. Les cadres les forces vives de la société civile, les ONG, les structures de base, défilent évidemment pour donner des avis à considération sur le dialogue. Je disais, vous êtes parmi ceux qui ont été à cette consultation au niveau, avec évidemment les autorités provinciales. Que peut-on retenir de votre point de vue par rapport à ce qui doit être fait? D'abord, nous remercions le chef de l'État parce que en son temps, nous avions décrié le fait que toutes les consultations se faisaient au niveau de Kinshasa seulement et que les autres couches de la population n'étaient pas touchées. Mais le chef de l'État a été vraiment de notre côté et il a proposé que les gouverneurs puissent continuer ces consultations. Et je pense que c'est très responsable de sa part et nous saluons cette initiative. Voilà, pour ce qui concerne nous, de la majorité présidentielle, parce que c'est dans ce cadre que je suis parti au niveau du gouvernorat pour les consultations. Nous pensons que
sur les points fondamentaux, et avec toute la population congolaise, nous pensons que le dialogue doit être permanent. Vous savez, il y a un vieux qui m'a vraiment édifié. Il m'a dit, nous ne devons pas faire, nous devons faire la politique, plutôt la démocratie à notre manière, la démocratie à l'africaine. C'est-à-dire, chez nous, l'arbre par l'arbre ne doit pas être coupé. Nous devons toujours de temps en temps revenir et nous asseoir sous l'arbre et discuter. C'est notre démocratie, c'est notre façon de la faire. Nous ne devons pas prendre le mimétisme aveugle pour prendre la démocratie à l'américaine qui n'est pas adaptée à nos réalités. Donc il est très important que de temps en temps que nous puissions nous retrouver. Des deux, il y a opportunité. Pourquoi? Parce que ce sont nos amis de l'opposition qui ont commencé par réclamer qu'il y ait un dialogue. Et nous avons vu des pré-consultations, même pour ceux qui disent qu'ils ne veulent pas des consultations, mais on a vu des pré-consultations, on a vu des émissaires du chef de l'État à l'INET, on a vu, en fait, on ne va pas aller parler de toutes ces questions-là, mais effectivement, il y a le travail, il y a des consultations, des pré-consultations qui se sont faites, et nous voyons tout simplement certains politiciens s'agiter. Et voilà même la raison pour laquelle nous pensons qu'il est très important qu'il y ait dialogue, parce qu'il y a des divergences dans la façon de faire. Aujourd'hui, il y a des questions telles que le découpage. Nous pensons qu'il est opportun qu'on puisse discuter sur des questions pareilles. Nous, la majorité, nous avons dit le découpage est constitutionnel, on ne peut pas revenir sur la question, mais est-il qu'il y a du retard dans l'installation des nouvelles provinces? Nous pensons qu'il faudrait que l'on puisse rediscuter les modalités, rediscuter les échéances. Retarder un peu, parce que plusieurs réformes à la fois risquent de tuer les réformes sur les sites. Nous ne disons pas nécessairement retarder, mais nous voulons tout simplement, nous voulons que l'on puisse effectivement prendre des décisions responsables. Nous ne sommes pas au gouvernement, moi personnellement, alors je ne voudrais pas parler au nom du Premier ministre qui gère le budget et qui sait combien il a pour telle ou telle autre chose. Moi, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat. Moi, je me dis de manière responsable. C'est peut-être une petite parenthèse qu'on va ouvrir avant de revenir aux consultations. L'installation de nouvelles provinces, je sais, ça ne coûterait pas moins de 2 ou 3 milliards de dollars pour toute la RDC, 24, 25, 26 provinces. Je pense que... La question que l'on se pose généralement, c'est de savoir si cet argent-là a été bien répertorié ou cela se retrouve dans le budget national pour que cela puisse être affecté pour l'installation de nouvelles provinces. Monsieur José, vous devez aussi savoir que l'installation des provinces ne devait pas se faire en 3 mois ou en 4 mois. Ça a été échelonné ou étalé sur 5 années. Donc, il est bien calculé, et si vous prenez très bien votre calculette, vous verrez que c'est faisable. C'est faisable, l'installation est progressive, c'est-à-dire il y a des infrastructures qu'on ne devra pas mettre avant de commencer les provinces. Il y a des infrastructures qui devront être là 1 année après, 2 ans après, ainsi de suite. Donc nous devons respecter cette décision, et nous devons aller à l'installation de ces provinces au moment opportun. Nous ne disons pas qu'il faut le faire aujourd'hui même, mais dès que cela est possible. Donc nous sommes... Aujourd'hui, on peut conclure que ce serait dans une précipitation. Non, je ne veux pas parler de précipitation, parce qu'un gouvernement ne peut pas aller dans la précipitation. Le gouvernement est responsable. Le gouvernement ne peut pas aller dans la précipitation. S'ils y vont maintenant, c'est qu'ils pensent que les moyens sont là pour le faire. Donc on ne peut pas prétendre que cela est de la précipitation, parce que nous ne sommes pas à la marmite. Donc nous disons que le gouvernement, il y a eu du retard. Nous pensons que le gouvernement va nous expliquer pourquoi ce retard, mais nous demandons tout simplement que le gouvernement, tant provincial que national, puisse mettre un peu plus de moyens et permettre à ce que cette réforme soit appliquée. En 1 minute avant qu'on arrive à nos consultations, au Katanga particulièrement, une certaine opinion estime que ce découpage vient tuer l'identité katangaise. C'est une opinion, monsieur José. Je pense que personnellement, je respecte la démocratie et je respecte l'opinion des Katangais. Je respecte ces Katangais qui pensent que ça serait tuer l'identité katangaise. Mais moi, personnellement, je reste Katangais et je ne vois pas en quoi ça va m'enlever cette identité katangaise. Vous savez, ce que je dois peut-être préciser, c'est que nous devons éviter de confondre les choses.
tout en étant katangais, il y avait le Lualaba, il y avait le Olomami, il y avait le Tanganyika, le Haut-Katanga. Donc je ne vois pas en quoi cela va changer. Nous aurons le Olomami, nous aurons en tant que province cette fois-ci, bien sûr, mais l'identité ne dépend pas de la province. Sinon, quelqu'un me dirait aussi que les différentes provinces tuent l'identité congolaise. Je ne vois pas en quoi l'identité congolaise est valide. Donc pour vous, ça ne tient pas? Je ne dirais pas que ça ne tient pas, mais je me dis, je respecte l'opinion des autres Katangais qui pensent que c'est un problème. Mais moi, je pense que nous pouvons militer pour que ce ne soit pas un problème. Alors, on revient aux consultations. Entendre beaucoup de ceux qui sont partis, consultations au niveau local, la majeure partie estime qu'il faut respecter le délai constitutionnel et éviter en quelque sorte le glissement. Comment y parvenir? D'abord, il faut préciser, il faut commencer par dire la majeure partie est d'accord avec le dialogue. Ça, c'est une chose que vous devez préciser parce que nos amis, surtout ceux qui font de l'opinion à l'extérieur, ils pensent que les Congolais ne veulent pas de ce dialogue. C'est faux. La majeure partie des Congolais pensent que nous devons aller au dialogue et que c'est important. Deuxièmement, vous avez dit que le respect de la Constitution, nous l'avons dit aussi. D'ailleurs, nous sommes allés plus loin. Pendant que les autres disaient que nous devons reporter les élections, nous, la majorité, nous avons dit niet. Nous avons dit, nous respecterons la Constitution, nous devons respecter le calendrier tel qu'il est, tel qu'il a été initié par la CNI. Et nous pensons que nous devons, parce que quand on parle de la Constitution, on voit plus le respect du délai constitutionnel par rapport au mandat du chef de l'État. Nous sommes tout à fait d'accord que nous allons respecter la Constitution, et ça, personne n'a dit le contraire. On va parler du dernier point. Le dernier point concerne le territoire de Kanyama. Kanyama, vous le savez, une certaine opinion estime que ce territoire est resté dans l'indifférence par rapport aux grandes questions qui se posent au pays, les questions notamment de la géopolitique, notamment le découpage. Kanyama apparemment sort rétracté. Jesse Nungi décide d'en parler. Je ne sais pourquoi ou comment expliquer cette position actuelle du territoire de Kanyama. Je pense que j'ai lu un article, je crois que c'était au Okapi, il y a quelques mois ou quelques années, il y a 2 ans pratiquement. L'article parlait de Kanyama oublié. Finalement, c'était l'expression de la population de Kanyama qui se posait des questions sur est-ce qu'il s'est retrouvé encore sur la carte du Congo ou sur la carte du Katanga. Et quand j'observais la carte, effectivement, je voyais Kanyama sur la carte. Mais dans la carte politique, j'avais l'impression que Kanyama n'existait plus. Parce que quand vous voyez même toutes les actions, toutes les réalisations, tant du gouvernement national que provincial, Kanyama n'était pas vraiment au pas. Et la population avait tout à fait raison de pouvoir crier. Et moi, je suis chaque jour en contact avec Kanyama, j'y vais, je rentre, je viens de là d'ailleurs. Je pense qu'il y a un problème. Nous sommes en droit de réclamer que nous sommes une minorité qui est en train d'être négligée, d'être écrasée, comme les autres minorités de la RDC sont en train de réclamer. Nous pensons aussi que Kanyama, le peuple Mutombo est pratiquement un peu négligé, un peu oublié. C'est pas lui-même qui se fait négliger, M. Jesse, par exemple. Je ne sais pas quelles sont les raisons que vous allez estimer, que ce soit lui-même ou que ce soit les autres, mais je pense parce que certaines personnes pensent qu'il y a un problème de leadership. Je pense que la nation, c'est une affaire de tous. Si vous êtes en famille et que vous avez un petit frère qui est un peu timide, ce n'est pas une raison pour que vous puissiez l'écraser, je ne pense pas. Même si le peuple Mutombo aurait, comme vous dites, qui aurait un problème de leadership. Certaines personnes je ne pense pas que ce soit une raison, parce que nous ne sommes pas dans une jungle où c'est le plus fort qui l'emporte. Nous sommes dans une situation de solidarité et je pense que tout le monde devait penser à tout le monde, donc même à la minorité, à la majorité. Donc je pense que ça ne devrait pas être cela. Et quand vous parlez du leadership, je ne sais pas si vraiment il y a un problème de leadership, mais je pense tout simplement que c'est peut-être la manière d'appliquer ce leadership qui nécessite que nous puissions réfléchir davantage. Et le peuple Mutombo, je vous assure, est en train de réfléchir sur toutes ces questions. Et le leadership, il est là, il se manifeste. Il y a un leadership juvénile qui est en train de se manifester sérieusement. Et c'est comme ça que nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que ce leadership est en train de faire? Parce que, vous l'avez dit,
La population s'est plainte, notamment par rapport aux infrastructures, l'accès à l'information, l'accès à l'eau qui pose problème. Alors, vous ne voyez pas qu'il y a... Il y a un travail. Parce que d'abord, l'accès à l'eau potable pose problème efficace. La population n'a pas accès à l'information, même pas une petite chaîne de radio. Vous avez raison. C'est pas quand même normal pour un territoire. C'est un peu humiliant de parler de ça à la télé pour un territoire aussi grand que celui-là. Vous savez très bien que déjà avant l'indépendance, le Belge donnait beaucoup plus d'importance à ce territoire. Le roi des Belges y a passé beaucoup de temps et il avait même une résidence à Kanyama. Et il paraît, selon l'histoire, que même le roi Léopold, je crois le père de Léopold II, aurait été là-bas. C'était l'histoire de genre. Pratiquement, mais quand je vois maintenant aujourd'hui ce qui se passe, vous vous rappellerez de Kanyama Kasese, la grande ferme de Kanyama Kasese, tout ce qu'elle a offert à ce pays. Vous vous rappellerez de Nzé avec le service national. Donc je m'imagine aujourd'hui Kanyama sans radio, aujourd'hui Kanyama sans eau potable, aujourd'hui Kanyama sans électricité, aujourd'hui Kanyama sans infrastructure viable. Sans infrastructure viable. Nous avons quand même salué le fait qu'il y a eu un travail de cantonage manuel pour la nationale numéro 1. Bien sûr, ça nous permet un tout petit peu d'accéder à Kanyama, mais à l'intérieur, c'est vraiment déplorable. Mais à part cela, Kanyama est en difficulté, je vous assure. Et nous pensons que ce leadership, effectivement, qui est en train de se réveiller, commence par la sensibilisation et même par organiser un certain lobby par rapport aux intérêts de ce coin. C'est dans ce sens-là que nous pensons, nous, jeunes de Kanyama, que nous devons effectivement être actifs sur ce terrain-là. Mais il y a des sérieux problèmes. La première des choses, vous avez dit, c'est comment ils comptent agir. Mais la première, ce n'est pas aux jeunes de Kanyama qui n'ont même pas des moyens d'aller construire toutes ces infrastructures. Mais ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement exercer ce lobby, sensibiliser et informer, ou plutôt crier par rapport à la situation qui se passe là-bas. Parce que nous avons des députés, je pense qu'ils sont en train de faire leur travail, je ne sais pas les juger, mais j'estime qu'ils vont encore faire un peu plus. Ils vont faire un peu plus. C'est cela le rôle premier des élus, oui, pour ramener des désidérations de la population au niveau de décideurs. Effectivement. Qu'est-ce qu'on peut dire ainsi? Le rôle a été fait où il y a beaucoup de choses qui doivent être faites. Je ne voudrais pas être juge de ce que mes aînés sont en train de faire. Je ne veux pas être juge, monsieur le journaliste, mais je dis tout simplement que je pense qu'ils devraient faire un peu plus. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire jusque-là, je ne suis pas informé. Vous savez, nous à Kanyama, on n'a pas l'information. Voyez-vous, je vous ai dit que nous n'avons même pas une radio. C'est que nous ne savons même pas. Il faut avoir une antenne parabolique pour suivre certaines choses. Nous n'avons même pas les moyens pour les suivre. Donc je ne sais pas très bien ce que les députés sont en train de faire. Peut-être ici à Lubumbashi, vous allez me dire exactement ce qu'ils sont en train de faire. Mais je ne sais pas. Parce que nous, à Kanyama, nous avons besoin de voir ce qu'ils sont en train de faire. Nous voulons simplement leur demander de faire un peu plus pour que les résultats soient aussi visibles sur le terrain. Parce que lorsqu'on parle de la modernisation, de la modernité, de la révolution de la modernité, nous voyons certaines choses. Quand j'arrive à Lubumbashi, je vois les infrastructures. Quand j'arrive à Kinshasa, je vois des choses spectaculaires. Mais j'aimerais aussi voir de l'eau potable dans mon village. J'aimerais aussi entendre certaines choses se faire dans mon village. Nous sommes en attente. Nous sommes en train d'attendre toutes les actions qui sont en train d'être faites par le gouvernement, le ministère de la Santé qui a promis effectivement la réflexion des centres de santé. Nous pensons que cette fois-ci, son Excellence Félix Kabange n'oubliera pas le territoire de Kanyama. Nous pensons que tous ces projets qui sont en train d'être faits tiendront compte aussi de ce territoire. Alors, on va finir par là. Je sais pourquoi avoir choisi Kanyama, personnellement. Vous venez de parler de Kanyama succinctement. Vous avez présenté un tableau noir de ce territoire. Je vis à Lubumbashi. Effectivement, il y en a beaucoup qui ont pensé que je devais être sur la liste de Lubumbashi. Il y en a même certains qui ont ironisé en disant que nous avons fui les gros poissons à Lubumbashi. Je ne pense pas que les téléspectateurs qui sont en train de me suivre me croiraient capable de fuir les soi-disant gros poissons ici à Lubumbashi. Je pense que je représente une certaine opinion à Lubumbashi et que nous pouvons bien le faire. Mais nous sommes présents à Lubumbashi, nous n'avons pas fui Lubumbashi, nous sommes présents. Mais la politique, c'est un travail en réseau. La politique, c'est aussi savoir respecter la discipline ou la ligne de son parti politique. Mon parti politique a décidé
pour une certaine liste à Lubumbashi, et je suis tout à fait d'accord avec eux. Et sur cette liste, il y a des grands messieurs, si vous permettez que je puisse quand même citer certains. Il y a des grands messieurs, il y a le docteur Pablo, il y a le docteur Félix Momat, qui sont à Lubumbashi. Félix Momat, qui est tout simplement un autre nous-mêmes. Donc, nous ne dirons pas que nous sommes absents. Nous sommes absents à Lubumbashi, mais je suis parti à Kanyama parce que j'ai pensé que j'avais quelque chose à faire sur place à Kanyama, parce que j'ai pensé que Kanyama souffrait effectivement d'un besoin je devais renforcer l'équipe des leaders qui étaient là, l'équipe des élus qui est à Kinshasa aujourd'hui, les deux élus que nous avons. Je pensais que nous pouvions aussi apporter une main de l'association pour que nous puissions davantage faire entendre la voix de Kanyama. Je suis allé à Kanyama, la deuxième raison, c'est parce que la population de Kanyama m'a réclamé. C'est parce que je suis parti à Kanyama en 2005, en 2010, en 2012. Chaque fois que je suis parti, j'ai discuté, j'ai communié avec cette population. Vous savez très bien que nous avons commencé des actions avec notre ONG à Kanyama il y a très longtemps. Nous sommes en train de travailler avec les enfants, nous travaillons avec les mamans, nous travaillons avec les jeunes et même avec les adultes, les hommes. Et cette population a réclamé, cette population nous a dit, nous avons besoin de quelqu'un qui va hausser un peu, amener notre voix un peu plus haut. Voilà pourquoi ils ont préféré que la jeunesse puisse aussi s'intéresser pratiquement à ce travail qui est déjà en train d'être fait par les honorables Yamba et les honorables Léou à Kinshasa. Et bon, nous pensons que nous devons aussi mettre notre main à la pâte. Alors, on va finir par là, M. Dessé, en résumé, qu'est-ce qu'on retient de votre point de vue sur la consultation, le dialogue et votre vision sur Kanyama. Et vous avez pour cela 3 minutes. Merci beaucoup, M. José, pour les consultations. Nous pensons que le chef de l'État vient d'initier un projet très salutaire pour la RDC et que nous demandons à toute la classe politique, surtout ce qu'on appelle opposants, à ne pas briller par les turpitudes, mais plutôt par la responsabilité de revenir à la raison et que nous puissions discuter. Nous demandons à la majorité d'éviter aussi les triomphalismes. Nous voulons qu'ensemble nous puissions nous parler et trouver des solutions. Nous invitons aussi la société civile et pratiquement l'Église. J'ai confiance en l'Église. Je pense que l'Église a une grande responsabilité dans ce pays et que l'Église doit... Parce que tous ces politiciens vont à l'Église chaque dimanche, vous savez. Ils donnent la dîme, ils suivent les sermons à l'Église. Et je pense que nos pères spirituels devaient s'appliquer sérieusement pour permettre à ce que nous puissions décanter la situation et avoir des élections là où il n'y aura pas des tueries après, là où il n'y aura pas des conflits après. Nous ne voulons pas de la radicalisation de notre pays, nous ne voulons pas des guerres après Un petit mot sur le dialogue selon le format accord d'Addis Abeba. Addis Abeba, effectivement, nous disons que nous sommes dans le format Addis Abeba parce que le format Addis Abeba demande aux Congolais de dialoguer. Nous voulons dialoguer et si nous devons inviter la communauté internationale pour les bons offices, je ne vois pas pourquoi on refuserait, mais on ne braderait pas la souveraineté. Ce n'est pas à la communauté internationale de les organiser, je l'ai dit tout à l'heure. C'est mal comprendre la résolution, les accords plutôt d'Addis Abeba que de parler que la communauté internationale devait les organiser. Sinon, je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi elle ne les a pas organisés si elle devait les organiser? Vous suivrez Kobler lui-même, il a reconnu que c'était le chef de l'État qui devait les organiser et que lui-même était reçu par le chef de l'État et il a affirmé, il soutenait cette procédure. Donc je pense que nous devons respecter la procédure. Parlant pratiquement de mon territoire, je voudrais tout simplement vous dire que je ne suis pas allé à Kanyama comme certains le pensent, parce que nous avons fui ou parce que c'est seulement mon village. Effectivement, j'ai un coup de cœur pour ce territoire qui est en train la population est dans la misère la plus noire. Je me suis dit qu'il est important qu'il y ait un porte-voix, qu'il y ait un porte-parole, qui puisse parler, qui puisse amener la voix un peu plus haut. Et j'ai pensé que je pouvais apporter ma modeste contribution. Et c'est pour ça que j'ai décidé de rentrer à mes sources, à mes origines, pour aller discuter avec mes frères et solliciter leur voix pour que je puisse les représenter, et je pense que je ne décevrai pas ma population. Monsieur Dessé, nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. À moi de vous remercier et remercier tous nos téléspectateurs qui sont en train de le suivre. Madame, Monsieur Soumérazine, merci à vous tous de l'avoir suivi. On se retrouve la prochaine fois pour le décryptage des grandes questions d'actualité. Au revoir. Merci.